Alors rebonjour, nous nous retrouvons donc sur le plateau du Végétalis, hein, donc des conférences de Végétalis, donc avec cette matinée qui est consacrée au changement climatique. Et nous recevons donc Clémence Aliaga, ingénieur régional Arvalis, bonjour, et Arnaud Michneau, ingénieur régional Terrinovia. Bonjour. Bonjour. Alors pour parler de la façon dont on peut adapter les variétés et l'itinéraire technique face au changement climatique. Donc on va parler maïs, mais pas que. On va aussi parler soja et tournesol. Alors je vais commencer par vous, Arnaud. Quand on parle changement climatique, de quoi on parle exactement? Est-ce que vous pouvez donner des exemples précis sur ce qu'on vit déjà? Ouais, alors, bon, je ne suis pas climatologue, néanmoins je peux vous donner quelques éléments sur ce qu'on observe vis-à-vis des cultures. Oui. Donc, en l'occurrence sur soja ou tournesol, mais on pourrait extrapoler la discussion même au-delà sur des cultures type hiver. Tout d'abord, c'est de bien préciser, quand on parle de changement climatique, ce n'est pas tant ce qu'on projette sur les années à venir que ce qu'on connaît déjà. Oui. Moi, j'identifie 3 choses quand même d'intérêt. C'est des périodes estivales avec des niveaux de pluviométrie en tendance quand même qui diminuent. Alors, on a fait une petite étude sur le Gers en l'occurrence où quand on regarde les quantités de pluie en rapport avec les ETP, donc l'évapotranspiration, sur la période où le tournesol a le plus besoin d'eau, tous les 10 ans, on perd en théorie à peu près 30 mm entre les pluies et les ETP. Donc, ce n'est pas 30 mm de pluie en moins. Oui, c'est ça. En revanche, on s'aperçoit qu'on a et ça s'accélère un peu sur les 20 dernières années. En revanche, on s'aperçoit qu'au niveau des rendements, alors on n'a pas une explosion des rendements, mais on arrive globalement à peu près à les stabiliser. Donc effectivement, il y a des enjeux autour des variétés, il y a aussi des enjeux autour de l'itinéraire technique. Au niveau de ce qu'on observe, il y a également l'augmentation en tendance des températures. Et puis, dernier point, mais je pense qu'on l'abordera aussi ensuite, c'est l'impact de ces modifications, notamment en termes de température, sur tout le cortège parasitaire qui entoure nos cultures. Oui. Donc, c'est-à-dire pas tant des impacts avec Xavier Thévenot, directs et des impacts indirects. Oui, ça vous l'observez aussi. Tout à fait. D'accord. Pardon. Donc effectivement, montée du parasitisme. Peut-être que vous pouvez donner des exemples, vous deux, à la fois Clémence et Arnaud, sur cette montée du parasitisme. Clémence. Alors sur le parasitisme, effectivement, sur le maïs, c'est un peu différent que par rapport à d'autres cultures, puisqu'on est déjà dans un secteur où de nombreux parasites sont déjà installés. Par contre, on remarque effectivement des années avec une forte présence de ravageurs type, par exemple, le sésami, avec en première génération des années avec forte présence de sésami, ou cette année, par exemple, l'héliotis, qui a été un gros problème. Alors dans notre région, même si c'est un ravageur qu'on connaît, on a eu une énorme intensité des attaques d'héliotis sur de nombreuses cultures, et surtout on a remarqué que l'insecte était présent en fait dans des zones nord France où on n'a pas l'habitude de le voir d'habitude. D'accord, donc c'est à la fois de nouveaux parasites et une extension de leur zone d'intervention, de parasitisme, justement. Oui, c'est ça. On imagine que l'augmentation des températures sur le reste du territoire va augmenter du coup l'aire de répartition de certains insectes. D'accord. Et dans les oléagineux ? Alors, pour les oléagineux comme le reste, je pense qu'il faut pas non plus qu'on ait une vision trop sombre des choses. Plus que d'augmentation du parasitisme, je voudrais plutôt parler d'évolution en fait du parasitisme. Avec des problématiques montantes. Clémence évoquait à juste titre les problématiques d'héliotis qu'on a fortement rencontrées aussi sur soja. On rencontre sur soja des problématiques liées aux punaises. Alors c'est pas nouveau comme souci, les punaises, on a de la biblio qui remonte même avant les années 90, mais on écrivait que finalement c'était un ravageur qui était là, qui était présent, mais qui se développait surtout dans les zones où on avait des étés autour des 30 degrés, donc on n'était pas trop embêté. Nécessairement, aujourd'hui, on voit que c'est une pression qui remonte. Je trouve que les étés au-dessus de 30 degrés, maintenant, ça devient beaucoup plus banal. C'est plus quelque chose, c'est plus des phénomènes rares, effectivement. Donc, il y a ces phénomènes qui sont là, qui évoluent. Et puis, à l'inverse, on peut avoir d'autres problématiques. Je pense à certaines problématiques, certains pathogènes
sur le sclérotinia du soja, par exemple, qui est toujours présent. Hein. Ça ne veut pas dire que ça a disparu. On a une raréfaction, ça ne veut pas dire une disparition. Mais voilà, des épisodes de sclérotinia ou des intensités qui, à l'inverse, sont plus faibles. Donc ça veut dire que, bien sûr, on voit arriver des problématiques face auxquelles aujourd'hui on n'a pas nécessairement les solutions techniques clés en main. Mais voilà, on a une évolution et des travaux qui se mettent en place qui permettent en plus de mobiliser différentes filières, différents partenaires autour de ces sujets-là et qui permettent de faire avancer. Donc voilà, je voudrais surtout qu'on retienne ça. On a une évolution du contexte qui peut certaines années se traduire par une intensification des problématiques. Mais voilà, on a surtout quelque chose qui est en mouvement. Alors, on parlait effectivement d'effets positifs. Est-ce que, justement, on vous observez des effets positifs du réchauffement climatique, au-delà de ce que vous nous avez dit, Arnaud ? On peut commencer par Clémence, effectivement. Non. Alors, c'est vrai que toujours pareil pour le maïs aussi, si on réfléchit à l'échelle sud-ouest ou à l'échelle France, c'est un peu différent. Puisqu'effectivement, dans le sud-ouest, une des conséquences du dérèglement climatique, c'est déjà un petit peu, et ça sera notamment l'augmentation des sécheresses estivales, auquel cas là, ça sera plutôt défavorable, effectivement, pour le maïs, notamment le maïs qui est conduit en sec, donc sans irrigation. Par contre, l'augmentation générale des températures, ça pour le coup c'est la même chose, c'est qu'on va augmenter aussi l'offre climatique du coup qui est disponible pour le maïs, donc potentiellement on pourra cultiver des variétés plus tardives dans d'autres secteurs et auquel cas ça peut avoir un effet plutôt positif sur le potentiel. Sur l'ensemble du territoire, on peut gagner quoi. À condition que la demande en eau soit satisfaite. Donc ça c'est effectivement l'inconnu dans la partie changement climatique. Oui. Et pour le soja et le tournesol ? Le constat est globalement le même, hein, effectivement. C'est-à-dire qu'à l'échelle territoriale, enfin une échelle assez large, on peut ouvrir des nouvelles perspectives, c'est-à-dire des possibilités de culture. Je sais pas moi, du soja sur le nord de la France, ce qui jusqu'ici est quand même assez difficile. C'était pas forcément la bonne année pour s'y risquer non plus. Hein. C'est clair. Encore une fois, faut bien insister sur le fait qu'on n'est pas face à quelque chose de linéaire. Ce qu'on voit, c'est des fréquences qui évoluent, mais on peut avoir des accidents quand même. Après, ce que l'on peut voir aussi, augmentation des températures, ça veut dire qu'on a tendance à raccourcir un petit peu les cycles. Donc un petit peu moins de biomasse, ça peut se traduire par des rendements qui peuvent être un petit peu moins intéressants. Donc ça peut aussi nous ouvrir la possibilité d'aller dans certaines situations sur des variétés peut-être un petit peu plus tardives, sur lesquelles on va pouvoir anticiper un petit peu plus les semis. Je pense sur les tournesols ou sur des sojas, c'est tout à fait possible. Mais comme le dit à juste titre Clémence, on peut de toute manière pas dissocier ça de la disponibilité en eau. Et une deuxième chose, on parle d'élévation des températures. Il y a deux choses, hein. C'est certes les températures des cumuls sur le cycle qui peuvent être atteints plus rapidement. On l'évoquait à demi-mot tout à l'heure, il y a aussi les pics de température extrême. Hein. Souvenez-vous, sur les derniers jours du mois d'août l'année dernière, on a eu des températures, alors je ne sais pas si vous avez des éléments en maïs, mais dont on méconnaît assez, que ce soit en soja ou en tournesol, l'impact physiologique que ça peut avoir derrière. Donc voilà, il y a aussi ces éléments-là qui, là, pour le coup, sont tout sauf positifs. Sont tout sauf positifs, ouais, c'est ça. Et est-ce que, déjà, par rapport aux changements que vous avez évoqués, les variétés qui sont disponibles permettent déjà de mieux prendre en compte ces changements climatiques ? En fait, en maïs, quand on regarde la pente de progression du progrès génétique, donc elle est forte, c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, pour que les variétés soient inscrites et développées, il faut qu'elles apportent quelque chose, notamment en termes de potentiel de rendement par rapport aux variétés qu'on appelle témoins, donc des variétés déjà existantes. Donc ce progrès génétique, il est constant en maïs, et on fait souvent la remarque de se dire, mais les essais, ils sont menés en fait dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on va irriguer, fertiliser, etc. Comment on peut être sûr que en fait on arrive ça marche. Que chez moi ça marche, et surtout que ce progrès génétique là il sert aussi aux conditions limitantes, c'est-à-dire effectivement dans les cas où on n'a pas d'irrigation, on a plus des potentiels qui sont plus faibles. Et en fait on avait fait l'exercice justement de regarder la pente de progression, donc de rendement des variétés
en conditions optimales et en conditions limitantes. Et en fait, on se rend compte que cette pente de progression en conditions limitantes, elle est même plus importante, c'est contre-intuitif, mais elle est plus importante qu'en conditions non limitantes. Ce qui veut dire qu'on a progressé, même en sélectionnant les variétés dans des bonnes conditions, on arrive à faire progresser leur comportement en situation limitante. Donc les variétés, on peut dire que les variétés, effectivement, sont plus tolérantes à des stress climatiques divers que ce qu'elles étaient par le passé. Donc il y a une certaine résilience d'une certaine façon, c'est ça ? C'est ça. On a des variétés qui sont plus adaptées et aussi plus régulières au niveau du rendement, même en stress. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est encourageant pour la suite. On peut dire que les semenciers vont dans le bon sens. Et tout à fait, oui. D'accord. Et en soja tournesol, est-ce qu'il y a déjà des réponses positives au changement climatique dans les variétés d'aujourd'hui ? Globalement, de toute façon, l'enjeu est le même. Si je prends l'exemple du tournesol, on a fait un petit peu le même travail, c'est-à-dire d'étudier l'évolution du progrès, notamment du progrès génétique. On voit que, alors on a un gain, mais c'est encore une fois indissociable de l'évolution des conditions dans lesquelles on le fait. C'est-à-dire que si on reprend certaines variétés d'il y a 30-40 ans, qu'on les met dans les conditions d'aujourd'hui, elles ne vont pas forcément bien se comporter. En lien avec la disponibilité en eau, d'une part, mais avec ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est l'évolution du complexe parasitaire qu'il y a autour, et en particulier, un point très important sur le tournesol, c'est vis-à-vis des maladies. On a des maladies en tournesol qui vont fortement pénaliser la capacité de la plante à s'alimenter. Donc, quand vous prenez ces plantes dans un contexte estival moyen aujourd'hui, qui va être quand même assez tendu vis-à-vis de l'eau, on a eu un gros progrès, notamment sur la capacité de ces variétés à résister vis-à-vis des maladies qui amplifient ces phénomènes. On peut penser à des maladies qui ont quasiment disparu aujourd'hui, en tout cas dans le sud-ouest, si je parle du Phomopsis. Dans les années 2010, vous aviez du Phomopsis partout, ça a impacté l'alimentation de la plante. Le verticillium, qui aujourd'hui est très présent aussi, on a eu vraiment un gain important au niveau variétal sur ces maladies qui, de manière indirecte, améliorent aussi leur comportement vis-à-vis des situations un peu stressantes en eau. Et de manière plus globale, on a aussi effectivement un travail qui est fait là-dessus, sur la capacité de la plante à maintenir une surface foliaire dans la durée la plus importante possible. Après, la difficulté peut-être qu'on peut avoir, pour nous aujourd'hui, c'est de réussir à bien caractériser ça d'une variété à une autre. Donc ça, je pense que ça fait partie des enjeux aussi pour pouvoir conseiller demain les producteurs. D'accord. Et alors, on sait qu'en France, toute l'homologation des variétés, c'est quelque chose qui est extrêmement cadré par l'État, avec des systèmes de prise de décision, où aujourd'hui, toute la partie justement environnement a pris plus d'importance. Est-ce que vous pensez que cette inflexion qu'il y a eu déjà depuis quelques années porte ses fruits ? Je ne sais pas si Alors, votre question, elle est très large, parce qu'en fait, dans la partie effectivement environnement, on peut dire par exemple la partie tolérance aux maladies. Sur certaines espèces, effectivement, très clairement, il y a eu des gros progrès en matière de tolérance des variétés aux maladies. Donc, je pense par exemple au blé tendre, effectivement, avec la maladie principale qui est la septoriose, où la prise en compte plus importante de ce critère, effectivement, a amené la mise sur le marché de variétés qui sont beaucoup plus tolérantes. Sur le maïs, la sélection se fait aussi pas mal. Là-dessus, on a beaucoup moins, par exemple, si on parle d'helminthosporiose, donc qui est aussi une maladie du feuillage du maïs, on voit qu'il y a quand même sur les hybrides des gros progrès par rapport à ça. Ceci étant dit, en fait, dès qu'on rajoute un critère de sélection, on ralentit. On touche à d'autres. Oui, et puis surtout, plus on a parce qu'il y a quand même le rendement qui reste, effectivement des problématiques environnementales, etc. Donc, si on rajoute effectivement, par exemple, la tolérance au stress hydrique, on ralentit mécaniquement. Plus on a des critères et plus on ralentit le processus de sélection, ce qui est logique. D'accord. Le nombre de variétés disponibles, d'une certaine façon, c'est ça que vous voulez dire ? La probabilité de tomber effectivement sur quelque chose qui combine tout ce qu'on veut, tous les critères qu'on veut. Oui, parce qu'on complexifie en fait encore plus la sélection, quoi. D'accord. Alors, la sécheresse, on va revenir là-dessus. Donc, elle est différente d'une année sur l'autre. Donc, comment les agriculteurs doivent faire leur choix de variété
par rapport à cette notion de tolérance au stress hydrique, parce qu'on n'a pas toujours le même schéma d'une année sur l'autre. Alors, je dirais en premier lieu que... comment dire, je poserai pas la question de... Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas l'approche qu'il faut avoir. C'est-à-dire que si vous avez le droit de reformuler. Non, la question est très bonne parce que justement, elle illustre des erreurs qu'on peut parfois retrouver. Sur une situation qui peut être une situation un petit peu difficile, la variété va pas tout sauver. C'est-à-dire que si on est sur des terrains, je prends l'exemple du tournesol, qui est une plante avec un système racinaire pivotant, qui a une forte capacité d'exploration des horizons profonds pour pouvoir aller s'alimenter en eau en profondeur. Si je suis sur des situations où j'ai un sol qui est compacté, où je n'aurai pas un enracinement supérieur à 5 cm, je peux prendre la variété que je veux. Peut-être qu'entre j'aurai une très mauvaise à la place d'une très très mauvaise. Mais ça veut dire que nous en tout cas on a beaucoup mis en avant ces dernières années, ça démarre avec le colza, la notion d'avoir une culture robuste. C'est-à-dire qu'avant toute chose, c'est de vraiment se préoccuper des conditions dans lesquelles je vais mettre en place ma culture. Il y a la structure de sol pour vraiment permettre un enracinement en profondeur, avoir la capacité tout au long du cycle de pouvoir amortir les aléas climatiques. C'est une notion de résilience. Il y a les notions de date de semis, avec la possibilité parfois d'être, en tout cas sur le tournesol, encore une fois, ou sur le soja, de pouvoir anticiper, quand les conditions nous le permettent, les implantations. Pourquoi aller semer au 15 mai si j'ai la possibilité, que ce soit en termes de météo et de calendrier, au niveau de l'exploitation, si je peux aller faire mes semis sur la première quinzaine d'avril, où on sait que ça va passer. Donc ça va être tout d'abord le premier point. En deuxième point, si je reviens sur la partie tournesol, c'est vraiment de bien caractériser sa situation vis-à-vis du complexe parasitaire. Donc c'est-à-dire de prendre des variétés qui vont avoir la capacité à bien tolérer ou à bien résister aux maladies présentes dans mon environnement. C'est potentiellement de faire jouer les technologies aussi vis-à-vis des solutions de désherbage, puisque là aussi, en termes de concurrence vis-à-vis du stress hydrique, si je suis sur des situations que je n'arrive pas à maîtriser, je vais avoir vraiment un impact. Donc déjà, si on arrive à mettre tout ça en place, c'est déjà une bonne chose. Après, c'est ce que je vous disais, aujourd'hui, les éléments factuels qui permettent de vraiment bien caractériser une variété par rapport à une autre dans un contexte de stress hydrique donné, aujourd'hui, c'est plutôt mal connu. Et d'autant plus que vous allez vouloir semer un tournesol sur la campagne 2025. Il est très difficile de savoir si finalement vous allez avoir un stress hydrique plutôt au début de cycle, plutôt fin de cycle, plutôt tout le long. Donc là, ça fait vraiment partie des travaux qu'il y a à mener et à faire progresser là-dessus. Mais vraiment, ce que je veux mettre en avant, c'est l'importance de la maîtrise technique au champ, de la préparation de sol et de la réussite de l'implantation sur ces cultures. D'accord. Et même approche, Clémence. En fait, ce qui est compliqué, c'est que le scénario climatique en fait, qu'on va avoir, on ne le connaît pas d'une année sur l'autre. Forcément, on ne sait pas à quel type de sécheresse on va avoir affaire. Et donc, c'est vrai que nous, les essais qu'on avait fait en conditions, on comparait les mêmes variétés en conditions irriguées et en conditions non irriguées, et on regardait du coup leur comportement, leur classement, savoir s'il y avait des variétés effectivement qui sortaient mieux en conditions limitantes que d'autres par rapport à leur comportement en conditions irriguées. Et en fait, on s'était rendu compte qu'au bout de 3 ans, le classement des variétés en situation limitante n'était jamais le même parce que le scénario hydrique qu'on avait eu pendant l'année n'était jamais le même. Donc des fois, on a affaire à une sécheresse précoce, des fois une sécheresse tardive et des fois une sécheresse à floraison. Du coup, en fait, on savait dire au bout de 3 ans, telle variété se comporte bien ou pas bien dans telle ou telle situation, tel scénario de stress hydrique, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir l'année prochaine. Donc, l'idée, c'est plutôt difficile de conseiller un choix, en fait. Hormis se baser sur justement la régularité et la faible variation de rendement d'une année sur l'autre, ce qu'on appelle la stabilité en fait d'une variété, à savoir effectivement sa capacité à faire un rendement qui soit alors déjà bon, mais aussi assez peu variable d'une année sur l'autre. Peu variable, voilà. Cette notion de stabilité d'une année sur l'autre, c'est un critère intéressant à prendre en compte. Ah oui, tout à fait. Oui. D'accord. Et ça, pour le coup, c'est des éléments qui sont à disposition des producteurs. Prenez aujourd'hui une synthèse sur des résultats variétés. Alors peut-être qu'il faut aussi des fois changer un petit peu notre logiciel. On a des résultats qui sont exprimés en pourcentage en général de la moyenne.
Et est-ce qu'il est pertinent d'aller chercher une variété qui a fait peut-être, qui est en top classement, qui a fait 110, 115%, mais finalement qui s'en est bien sortie que dans quelques situations où elle a vraiment explosé les scores, ou rester sur des variétés qui sont peut-être qu'à 100%, voire peut-être même un peu en dessous de la moyenne, par contre qui ont une excellente régularité, et comme tu le dis, une régularité pluriannuelle. Ça, c'est quand même très important. Donc voilà, j'insiste, je rebondis sur ce que dit donc Clémence. Ça c'est un conseil à donner aux agriculteurs. Très bien. Et plus largement, quels sont les conseils que vous donnerez vous pourriez donner dans un temps limité pour adapter les itinéraires techniques? Vous parliez tout à l'heure en fait, du sol, vraiment de préserver son sol, et on sait à quel point cette année les sols ont été quand même un peu secoués, notamment pendant les récoltes. Est-ce que le pilotage de l'irrigation, c'est aussi un sujet? Comment, est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise en compte de plus en plus importante de la part des agriculteurs de cette notion du pilotage de l'irrigation? Comment ça évolue? Ok. Alors, en tout cas, sur les cultures sur lesquelles on travaille aujourd'hui à Terra Innovia, que ce soit le soja, voire le tournesol, il me semble qu'il y a un taux de recours aux outils de pilotage de l'irrigation qui est quand même relativement faible. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. On en parlait il y a quelques jours sur les contraintes liées au matériel disponible, etc. Néanmoins, quand vous discutez avec des gens qui utilisent des outils, que ce soit des modèles, que ce soit des sondes capacitives, etc., généralement, vous avez toujours des retours assez favorables, me semble-t-il, que ce soit sur du gain de rendement ou sur de l'économie d'eau. Donc je pense qu'on a un vrai gain aujourd'hui, une vraie marge de progrès à aller chercher sur le pilotage de l'irrigation, encore une fois en prenant en compte les contraintes. Si vous devez arroser du soja, du maïs et que sais-je sur exploitation, à un moment, il va falloir essayer de trouver un dénominateur commun à tout ça. Mais je pense qu'on essaye de chercher par des solutions d'innovation plus ou moins éprouvées, un peu d'innovation, des choses, des marges de progrès. Je pense qu'en tout cas en soja, on a une vraie marge de progrès à ce niveau-là. Potentiellement tournesol aussi, c'est-à-dire que quand on est dans des situations où on a des volumes d'eau qui vont être très limités, je peux faire 2 tours d'eau par exemple. Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille le mettre, c'est un calcul économique à faire derrière, sur un soja qui va peut-être pas très très bien valoriser 2 tours d'eau parce que ce sera pas assez, ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à essayer de privilégier ça sur un tournesol? Donc il y a aussi vraiment des questions aussi à avoir à ce niveau-là. Ça peut vraiment être un outil de pilotage, mais aussi de choix entre les espèces sur une exploitation, quoi. C'est l'idée. C'est ça. Clémence, complément ou... Je suis un peu gênée parce que je vais en parler à 15h15 des outils de pilotage de l'irrigation. Donc alors, on va faire du teasing. Si vous voulez savoir ce que dit Clémence sur cette question, revenez cet après-midi. Voilà, très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je ne sais pas si je vous ai posé toutes les questions. Il y avait cette question de l'évitement en maïs. Est-ce que c'est déjà une pratique qui est bien rodée, c'est-à-dire que les gens ont déjà largement fait évoluer leur date de semis? Et puis, est-ce qu'il y a une marge de progrès encore sur cette question? Oui, alors le principe de l'esquive, effectivement, en maïs, c'est de se dire esquive peut-être plutôt qu'évitement. Esquive. C'est effectivement de se dire qu'on va essayer d'avoir une plante qui arrive à la floraison avant justement les périodes de sécheresse estivale. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut précocifier le cycle du maïs. Donc, ça passe déjà par la précocification de la date de semis. Donc c'est vrai qu'on a tendance à pousser les agriculteurs à semer le plus tôt possible quand les conditions sont bonnes. Alors bien sûr, il faut que le sol soit essuyé, mais pas rater des créneaux qu'on peut avoir, et notamment dès début avril, puisqu'après, on l'a vécu cette année encore, que le mois de mai peut être catastrophique et du coup pénaliser de beaucoup les dates de semis. Donc ça, c'est un premier levier, effectivement, où là, il y a eu une précocification des dates de semis, mais dans notre secteur, moins que dans d'autres secteurs. Et puis, je pense il peut y avoir des marges de progrès. Et après, on peut éventuellement précocifier un petit peu ces variétés, mais ça aussi, dans notre secteur, les essais ont montré qu'on ne peut pas faire de la précocification outrance parce qu'on perd en rendement. Donc, il faut rester aussi raisonnable par rapport aussi au potentiel de rendement qu'on peut avoir au vu de la pluviométrie médiane qu'on a sur le secteur. Très bien. Cette question peut avoir un intérêt aussi
en soja peut-être? Oui, c'est des questions qui se posent aussi. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Je rejoins tout à fait Clémence sur les possibilités d'anticipation des dates de semis. Alors après, le soja est une plante qui va se comporter un petit peu différemment. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais anticiper la date de semis que ça va nécessairement me permettre de faire de l'esquive dans la même proportion. Puisqu'en soja, plus je vais anticiper mes dates de semis, finalement, plus je vais allonger la phase végétative. Donc c'est pas parce que je vais semer un mois plus tôt que je vais réussir à gagner obligatoirement 15 jours sur mes floraisons. Par contre, je vais augmenter ma phase végétative et ça peut être bénéfique quand même pour le rendement derrière. D'accord. Alors après, quand on discute avec les opérateurs locaux, on perçoit, on sent qu'il y a des résultats qui peuvent être intéressants sur des matériels peut-être plus précoces. Nous, on avait fait des tests du côté d'Orthès il y a quelques années maintenant, en comparant différentes précocités en conditions non irriguées, mais sur des sols quand même profonds, parce qu'on considère que c'est là-dessus qu'on doit faire du soja. On n'avait pas noté des écarts très très importants, donc ça fait partie des sujets qu'il faut continuer à traiter. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions? À cette heure-là, ça devient compliqué, hein, je peux le comprendre. Hein. Donc, écoutez, merci beaucoup. On peut les applaudir. Et donc, on va clore cette session autour du changement climatique, mais on va en parler encore pendant 2 jours. Merci beaucoup à tous les deux.